Dans le silence tendu qui règne au-dessus des eaux stratégiques du détroit d'Ormuz, une situation critique se dessine. Une scène qui pourrait, en quelques battements de cœur, basculer d'une simple opération de surveillance à un incident international majeur. Un pétrolier massif, une masse d'acier de 140 mètres de long, fend les flots à une vitesse constante de 14 nœuds, progressant de manière implacable vers la ligne de blocus établie par les forces internationales. L'appareil de détection indique qu'il n'a pas répondu aux appels répétés sur le canal 16, la fréquence de détresse et de sécurité maritime internationale. Le navire n'a pas ralenti, sa trajectoire n'a pas dévié d'un seul degré, et dans le cockpit de l'aéronef qui tourne en orbite au-dessus de lui, le pilote se retrouve face à un dilemme tactique d'une intensité rare. Il dispose théoriquement de 4 options graduelles pour faire respecter le blocus, et il a déjà épuisé les 2 premières sans obtenir le moindre signe de coopération de la part de l'équipage du navire. Ce qui va se jouer dans les 6 prochaines minutes n'est pas seulement une question de puissance de feu brute ou de supériorité technologique. C'est une équation complexe mêlant les lois de la physique et les impératifs de la doctrine militaire moderne. La réponse à cette crise dépend entièrement de l'identité de l'avion que les États-Unis ont choisi d'envoyer pour tenir cette ligne de front maritime, et surtout des raisons pour lesquelles cet appareil spécifique, parmi tous ceux présents dans l'arsenal du Pentagone, est le seul capable de mener à bien cette mission de haute précision. Pour saisir pleinement la portée des actions futures du pilote, il est indispensable de comprendre ce que le détroit d'Ormuz exige réellement d'un aéronef, car la réalité du terrain est bien loin des idées reçues sur la supériorité aérienne classique. Actuellement, la marine américaine impose un blocus rigoureux sur chaque port iranien bordant le golfe arabique et le golfe d'Oman, une décision dont les répercussions se font sentir jusqu'aux bourses mondiales et sur les marchés pétroliers qui scrutent chaque mouvement avec une nervosité croissante. Téhéran a pris note et la réponse militaire a été immédiate. Des chasseurs FA-18 effectuent des patrouilles de combat aériens, tandis que des avions de surveillance P-8 Poséidon observent la situation depuis la haute altitude. Dans cette architecture opérationnelle conjointe, les navires de surface détiennent l'autorité légale finale sur chaque décision d'interception. Mais une mission très particulière nécessite un appareil capable de voler suffisamment bas pour identifier une petite embarcation au milieu du chaos des vagues, de rester sur zone suffisamment longtemps pour représenter une menace crédible et persistante, et de répondre à un navire récalcitrant sans pour autant l'annihiler de manière immédiate. Cette mission spécifique, contre toute attente, a été confiée à un avion de 13 tonnes, équipé d'un canon rotatif de 30 mm, initialement conçu en 1972 pour détruire les colonnes de chars soviétiques dans les plaines d'Allemagne. C'est un appareil que l'armée de l'air tente de mettre à la retraite depuis plus d'une décennie, mais qui se révèle aujourd'hui irremplaçable. Pour comprendre ce paradoxe, il faut analyser la distinction fondamentale entre la chasse et l'application d'un blocus. Jusqu'à présent, chaque mission aérienne dans ce conflit était une mission de chasse. Identifier une cible, qu'elle vole vers la formation ou qu'elle se cache parmi des navires civils, et l'engager pour la neutraliser. L'application du blocus est l'exact opposé, car son objectif n'est pas la destruction, mais la prévention. Un succès, dans ce contexte, se définit par un navire qui n'entre jamais dans la zone interdite, ou qui fait demi-tour à la simple vue d'un avion. L'issue idéale est qu'il ne se passe absolument rien, ce qui change radicalement le cahier des charges de l'avion en charge de l'opération. Un exécuteur de blocus doit être vu, doit être crédible et doit être persistant, faisant de sa simple présence son arme principale. La physique détermine si cette présence est réelle, et la géométrie du détroit d'Ormuz rend cette tâche bien plus ardue qu'il n'y paraît au premier abord. Large de seulement 21 000 nautiques à son point le plus étroit, le détroit voit passer 20% de l'approvisionnement mondial quotidien en pétrole à travers un schéma de séparation du trafic extrêmement dense. Pour faire respecter un blocus dans un tel goulot d'étranglement, un avion ne peut pas se contenter de passer, il doit couvrir la zone de manière continue. À 300 nœuds, un A-10C traverse la largeur totale du détroit en un peu plus de 4 minutes, mais patrouiller n'est pas transiter. Cela exige du temps de vol stationnaire, une ressource que la plupart des avions modernes sacrifient au profit de la vitesse. Équipé de réservoirs de carburant externes, l'A-10C peut maintenir une présence armée et visible pendant 2h30 au-dessus de la même portion d'eau, là où un FA-18 Super Hornet, bien que performant, ne pourrait tenir que 70 minutes environ, avec un coût d'exploitation dépassant les $25 000 par heure de vol.
Le Hornet a été conçu pour détruire des cibles de haute valeur avec des armes de précision, non pour orbiter au-dessus d'une voie maritime pendant 1 heure et demie afin d'exécuter 5 étapes d'avertissement graduelles sur un navire refusant de s'arrêter. L'A-10 se positionne comme une plateforme unique dans une architecture conjointe où le P-8 assure la surveillance à large zone et les navires de surface gèrent la légalité. Mais lui seul remplit le rôle d'officier de patrouille autoroutier dont la simple visibilité modifie les comportements avant même toute interaction physique. Un A-10C en orbite est l'image même de la patience armée. Mais la physique pose une seconde question cruciale. L'appareil peut-il réellement voir ce qu'il est censé arrêter ? Sur le golfe Persique, la visibilité est trompeuse. À haute altitude, les calculs théoriques suggèrent une portée de plusieurs dizaines de milles. Mais voir loin n'est pas voir clairement. L'eau elle-même crée un problème majeur de bruit de fond pour les radars, une barrière mouvante d'interférence où les petites embarcations rapides peuvent facilement se dissimuler. Ces vedettes d'attaque rapide ne sont pas construites en acier, mais en composite de fibres de verre, un choix délibéré pour gagner en légèreté et réduire la signature radar. Pour pallier cette invisibilité technologique, l'A-10C utilise la nacelle de désignation Lightning, un capteur infrarouge qui ignore le radar pour se concentrer sur la chaleur des moteurs contrastant avec la fraîcheur de l'océan. Cependant, l'efficacité de ce capteur dépend directement de l'altitude. Plus on monte, plus la cible devient floue. Pour identifier formellement une menace, il faut descendre, mais descendre à un prix mortel. Les missiles antiaériens portables iraniens, comme le Strela ou le Misak-2 de fabrication locale, sont conçus précisément pour abattre un avion lent effectuant des passages prévisibles à basse altitude. Ces armes sont efficaces en dessous de 11 000 pieds, l'altitude exacte où le pilote doit se trouver pour voir clairement. Pour survivre dans cette zone de danger, il faut une protection physique, et c'est là qu'intervient la coque en titane de 600 kg qui enveloppe le cockpit de l'A-10. Conçu pour encaisser des impacts directs et permettre à l'avion de continuer sa mission. C'est cet échange constant entre altitude et visibilité qui définit l'engagement. Revenons à notre pétrolier de 140 mètres de long. Le temps presse et le pilote a épuisé les options non cinétiques. Les 2 premières étapes, la présence visible et les appels radio, sont restées sans réponse. La 3e étape est physique. Une roquette guidée par laser, APKWS, est tirée et percute l'eau à 15 mètres devant l'étrave du navire. Le capitaine du pétrolier voit l'explosion et sait désormais avec précision ce qu'il attend si la 4e option est activée. Cette forme de communication brutale ne coûte qu'une seule munition, mais elle est sans équivoque. Si le navire persiste, le canon GAU-8 ciblera les structures du pont, les cheminées d'échappement et l'équipement de pont. Tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne de flottaison et qui permet de diriger un tel colosse. Mais le pétrolier n'est que la partie émergée du problème. L'Iran n'envoie jamais de tels navires seuls. Alors que l'A-10 descend sous les 3000 pieds pour exécuter ses tirs de sommation, entrant de plein fouet dans l'enveloppe de tir des missiles portables, de nouveaux contacts apparaissent sur les écrans. 3 vedettes d'attaque rapide PACAP sortent du chaos côtier à plus de 50 nœuds. Ces embarcations de 14 tonnes sont presque invisibles au radar et transportent des tireurs équipés de missiles sol-air. Le pilote de l'A-10 se retrouve avec 2 problèmes simultanés dans le même espace aérien. Un pétrolier qui refuse de stopper et des intercepteurs rapides qui convergent vers lui. Dans ce scénario de cauchemar, le Warthog n'a pas besoin de furtivité ou de vitesse supersonique. Il a besoin d'être présent, blindé et crédible jusqu'à ce que la situation se résolve. Pourquoi cette relique de la guerre froide finit-elle par être la seule solution viable ? Hormuz impose 5 contraintes majeures qui éliminent tous les autres prétendants de la liste. Premièrement, une largeur de 21 milles exigeant une présence continue. Deuxièmement, une menace de navires composites à faible tir en dos qui déjoue les capteurs de haute altitude. Troisièmement, une densité de trafic civil imposant des étapes d'escalade plutôt qu'un engagement immédiat. Quatrièmement, une menace résiduelle de missiles portables exigeant un blindage lourd. Et enfin, une logique budgétaire interdisant l'utilisation d'appareils à 40 000 $ l'heure pour des patrouilles permanentes. L'A-10 est le seul à satisfaire ces 5 critères simultanément. Le F-35 possède des capteurs supérieurs mais ne peut pas descendre dans la zone de menace sans sacrifier sa furtivité. Le Super Hornet coûte trop cher pour une présence prolongée. Le P-8 n'est pas armé pour l'escalade graduée et le drone MQ-9, bien que peu coûteux, est trop vulnérable aux missiles portables.
L'application d'un blocus est au fond une opération psychologique rendue crédible par la physique. Une patrouille que l'équipage d'un navire ne peut pas voir n'est pas un blocus, et une patrouille incapable de réagir avec gradation n'est qu'une liste d'avertissements sans conséquence. C'est précisément pour cela que la marine s'appuie sur l'avion que l'Air Force tente de mettre au rebut depuis 2014. Conçue en 1972 pour tenir une ligne sur Terre, l'A-10 tient aujourd'hui, en cette année 2026, une ligne sur l'eau. Mais l'horloge tourne, et les plans de transition pour les années fiscales 2027 à 2029 ont déjà été déposés au Congrès. La véritable question n'est pas de savoir si le Warthog peut faire respecter ce blocus, car les faits prouvent qu'il le fait avec une efficacité redoutable. Mais plutôt de savoir qui écrira la prochaine page de la doctrine militaire une fois que le dernier de ces géants de titane aura touché le sol pour la dernière fois. L'avion capable de relever ce défi spécifique existe-t-il seulement déjà dans les cartons des ingénieurs, ou devrons-nous réapprendre dans la douleur les leçons de la physique et de la présence sur zone que l'A-10 nous enseigne depuis plus de 50 ans au-dessus des points de passage les plus stratégiques de la planète ?